Bonjour à tout le monde. Très très heureux de vous retrouver à nouveau pour la suite du travail sur la colère. Alors, je vais vous faire quand même une petite confidence. Normalement, ce travail sur la colère, il se fait pas comme ça jour après jour. Rav Wolbe, qui a donc créé ces différents vadim, c'est-à-dire ces différentes petites fractions de texte sur lesquels on travaille, normalement, cette technique, c'était de prendre des groupes de 10, 15, 20 éventuellement personnes et de travailler sur un sujet. Et puis après, de leur dire, on se retrouve dans 1 ou 2 semaines et pendant tout ce temps-là, tous les jours, vous allez travailler dessus. Donc c'est vrai que dans l'absolu, ce qu'on fait, c'est un peu une hérésie. Si on veut vraiment faire ce travail comme il se doit, d'ailleurs, si je peux me permettre, pour les personnes qui sont intéressées vraiment de faire ce travail, et je suis sûr que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir le faire, ce que je vous propose de faire après, c'est de reprendre les différentes vidéos qui sont sur YouTube, sur la chaîne Lève Vidéo, et de faire le travail semaine après semaine. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est génial. Et puis bon, je vais faire le carré de pub, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi acheter évidemment mon second livre, La chèvre dans le placard, puisque la thématique de ce livre et ses réflexions sur la rancœur, la colère et les désirs. Et évidemment, comme je le mets dans l'introduction, il est essentiellement, évidemment, inspiré de l'enseignement du Rav Wolbe. Donc, on va, si vous le voulez bien, reprendre là où on en était arrivé hier, c'est-à-dire sur ce travail que nous devons faire d'apprendre à supporter à l'intérieur du cadre familial. Et comme on l'avait cité, le verset nous dit Al kol peshaim tochase ahava, sur toutes les fautes, l'amour recouvre. Ça veut dire que si on développe une relation d'amour vis-à-vis des gens, et plus particulièrement vis-à-vis de notre conjoint et vis-à-vis de nos enfants, même si on peut être parfois en désaccord, même si parfois on peut être en opposition, évidemment, l'amour que l'on développe et que l'on renforce va permettre à ce que l'expression de la colère ne soit pas présente, ou même si elle est là, qu'elle soit la plus minimaliste possible. Ça, c'était donc ce que l'on a vu hier. Au passage, Rav Wolbe développe par ailleurs l'idée suivante, c'est que si vous voulez aimer les gens, priez pour eux. Et c'est vrai que c'est extraordinaire quand on prie de tout son cœur pour que son conjoint soit heureux, soit bien, soit épanoui, quand on prie de tout son cœur pour que nos enfants soient les plus heureux et épanouis du monde, évidemment que ça renforce très profondément l'amour que l'on a vis-à-vis d'eux. Et c'est valable, pas juste vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de nos enfants, c'est valable vis-à-vis de ces tiers que l'on rencontre, un maître, un élève, un maître pour ses élèves, un enseignant pour les enfants qui sont dans sa classe, etc., etc. On reprendra ça d'ailleurs à un autre moment. Là, on s'était arrêté hier, c'était surtout sur ce travail de savlanout dans l'éducation des enfants. Et on avait vu que la difficulté numéro 1, c'est qu'on se projetait, ce qui est normal. On a tous une projection de ce que l'on voudrait au niveau de nos enfants, ce qui est normal. On a créé une image. Et puis après, la réalité ne correspond pas toujours évidemment à cette projection, qui parfois est complètement ridicule parce qu'elle correspond à des fantasmes. Et puis surtout, on peut être souvent déçu quand l'enfant ne correspond pas à l'image que l'on a projetée de lui. Et ça, c'est vrai que c'est terriblement dommage, parce qu'on a ça parfois alors de manière un peu caricaturale, mais qui existe quand même. Hein. C'est-à-dire, tu seras rabbin mon fils, ou tu seras médecin mon fils, c'est le même concept. Ou ma fille, hein, comme vous voulez. Donc, vous avez projeté, et puis évidemment, l'enfant ne remplit pas, il peut être très heureux, épanoui, bien dans sa peau, mais on peut être déçu. Et évidemment, ces projections, elles ne sont pas juste sur quelque chose à terme, comme ce que je viens d'exprimer, mais aussi sur le fait que l'enfant va écouter, le fait que l'enfant va être gentil, le fait que ceci, le fait que ceci, le fait que cela. Donc, la colère est quelque chose d'extrêmement négatif dans l'éducation, même si malheureusement, en tant que parents, on s'est tous mis en colère, évidemment. Alors, on va travailler dans 2-3 cours, je pense, sur cette notion d'exprimer quelque chose avec force sans être en colère, c'est-à-dire réussir à se mettre en colère, mais à ne pas être en colère, parfois quand on se rend compte que la seule technique, c'est d'élever la voix. Mais ça, c'est quelque chose que l'on verra par la suite. La savlanout, donc, est au cœur même de l'éducation des enfants, et Rav Wolbe dit combien est dramatique les parents qui viennent poser la question à quel moment faut-il punir les enfants, à quel moment faut-il les frapper. Il dit Oy vavoy le chinour kazé, quel drame une éducation de ce type, dans laquelle eh bien, on utilise juste le rapport de force. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit, et je le dis de manière impérative, pardonnez-moi de l'exprimer comme ça,
et pas juste on devrait, mais on doit, je crois que c'est fondamental, tous les jours, prendre du temps dans lequel on prend sur soi de ne pas réagir dans la colère, de supporter, et ce, quelle que soit la difficulté, la situation. C'est ce que l'on avait vu hier. Évidemment, sur cela, il y aurait encore de longs développements à faire, mais je pense que déjà avec les idées qu'on a essayé de partager ensemble, on a déjà une bonne base de travail. Et c'est là-dessus où je voudrais introduire une notion qui n'a pas encore été introduite et qui est très importante et qui n'a pas juste trait au travail sur la savlanout, le travail sur apprendre à supporter ou sur la colère, mais qui est quelque chose de beaucoup plus général dans tout le travail des midot, mais j'ai envie d'en parler ici. On va imaginer qu'on a décidé de faire ce travail ou qu'on le fait depuis un certain temps et que nous sommes donc dans une relation familiale. Nous sommes dans une relation familiale et donc on va faire le constat que notre conjoint arrive à justement se retenir dans sa colère, arrive à ne pas réagir, ou en tout cas réagit de manière équilibrée et pondérée et non pas de manière extravagante. On va peut-être voir cela au niveau des enfants, hein. Les enfants aussi parfois nous donnent de belles leçons. Alors, évidemment, la tendance naturelle, c'est de dire « Ah, enfin, quand même », c'est-à-dire « Ouf, ça va, il a compris, hein, mon conjoint ». Eh bien, ici, je vais nous rappeler de quelque chose de très particulier. Alors, généralement, quand je donne un cours, mais là, c'est enregistré, donc je ne pourrais pas le faire, ça ne sera pas visible de la même manière. Imaginez que je me lève là maintenant, que je me mette debout et que je fasse quelques pas devant vous. Évidemment, vous me voyez faire quelques pas, super, Mazal Tov, il a fait quelques pas, on est très heureux de l'avoir fait quelques pas, tout va bien. Et si je vous dis que je suis très déçu, alors évidemment, vous ne comprendrez pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est levé, il a marché 2-3 pas, il s'est rassis, tout va bien, quoi. Pourquoi? Déçu de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'attendais d'une chose, c'est que vous me disiez bravo, 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 super, c'est génial. Pourquoi? Eh bien, parce que quand j'avais 14, 15, 16, 17 mois, il faut que je demande à ma mère d'ailleurs ça s'est passé à quel âge, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, eh bien, j'avais devant moi des adultes, en l'occurrence mes parents, peut-être d'autres aussi, qui m'ont dit bravo Élie, bravo, c'est super. Pourquoi? Parce que pour un enfant de 13, 14, 15, 16, 17 mois, que sais-je, commencer à faire ses premiers pas est quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, on est bien d'accord que quand l'enfant fait ses premiers pas, on va l'applaudir parce qu'à son niveau, c'est compliqué. Évidemment, vous n'allez pas applaudir les premiers pas que je vais faire, qui ne sont pas mes premiers pas quand je suis adulte. Si en tant qu'adulte, je marche et je fais quelques pas, il n'y a aucune raison de me dire bravo. Pourquoi? Je suis adulte, grâce à Dieu, ça fait des années que je marche, et Bezrat Hashem, j'espère marcher encore de très nombreuses années, donc tout va bien. Par contre, si je suis un enfant, quand je commence un nourrisson, quand je commence à faire mes premiers pas, on va me dire bravo. De la même manière, quand j'arrive à prendre ma cuillère et la mettre dans la bouche et pas juste sur le t-shirt, vous n'allez quand même pas dire bravo à votre conjoint parce qu'il a pris sa cuillère, il a réussi à la mettre dans la bouche. On est bien d'accord. Eh bien, il faut savoir que dans certains domaines, nous sommes des enfants, nous sommes des débutants. Et qu'un débutant a besoin d'applaudissements. Je me vois mal vis-à-vis d'un enfant qui a 15 mois, qui commence à marcher seul, lui dire « Ah, bah quand même, depuis le temps qu'on l'attendait, hein, bah dis-moi, on est bien content, hein ?» De la même manière, quand les enfants deviennent propres, si on leur dit « Ah, ben depuis le temps », ça ne donne pas envie. On va leur dire « Bravo, super ». Pourquoi? Parce qu'à son niveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si pour nous qui sommes en train de le féliciter, c'est quelque chose qui est d'une facilité déconcertante. Et bien de la même manière, dans ce travail sur la colère, dans lequel on va évidemment faire le travail sur nous-mêmes. Mais je ne suis pas fou. Je sais très bien. Bon, il y a peut-être des couples qui nous écoutent. Il y a peut-être aussi des personnes qui écoutent, qui transmettent à leur conjoint. Puis il y a sûrement des couples qui font le travail ensemble. J'en suis sûr. Eh bien, si on voit son conjoint qui a réussi à... C'est-à-dire, attention, il a été sauvé, il a supporté dans le sens où il n'a pas explosé. Il a fait la remarque, mais il n'a pas fait « Oh !» D'accord? Alors qu'à un moment, c'était... D'accord? C'était l'explosion du Vésuve, du Stromboli, de ce que vous voulez. D'accord? Et là, ça a été... Bon, bah écoute, s'il te plaît, hein? Et puis ça s'est arrêté là. Alors comment? Mais... Eh bien, on doit être capable d'aller vers cette personne et de lui dire « Kolakavod, bravo. Je te félicite, j'étais très impressionné. Vraiment, c'est super. Je suis très touché de l'effort que tu as fait. Et surtout si ça nous concerne à nous. Pourquoi? Parce que, qu'on soit bien clair, pour grandir, on a besoin de compliments.
On a besoin de compliments, on a besoin d'entendre, bravo, c'est super. Alors c'est vrai que parfois, surtout à l'adolescence, ou parfois on n'a pas envie d'entendre des compliments parce qu'on pense que c'est un début de manipulation. C'est classique, on est tous passés par là, moi en tête, évidemment. Mais qu'on le veuille ou pas, ça nous touche. Pourquoi? Parce que ça nous donne les énergies. Et surtout, parce que on se rend compte que l'autre réalise que ce qui peut-être pour lui est du domaine du facile est pour nous difficile. Et savoir qu'une personne qui nous est proche, et plus particulièrement dans l'univers du couple et de la famille, est capable de voir l'effort que les choses représentent pour nous, même si pour lui ou pour elle, pour l'autre, c'est simple, ça nous rassure terriblement, ça nous renforce et ça nous donne envie de continuer. Je vais prendre un exemple dans un autre univers, mais c'est le même principe. Je ramène les commissions à la maison. J'ai fait les courses. Mon épouse m'a demandé de faire les courses. Je ramène les commissions et je lui dis d'un air tout content, t'as vu, j'ai rien oublié. Traduction, je me suis rappelé que sur la liste des courses, il y a un recto, mais il y a aussi un verso. D'accord? Donc, je suis tout fier de moi. Mais elle, ça fait des années qu'elle fait les courses. Elle n'oublie rien. Si elle me dit, bah, dis-moi depuis le temps, j'espère bien, évidemment que, bon, moi je suis très fier de moi. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? On va pas faire une psychanalyse en direct, c'est ridicule. Mais en tout cas, voilà, c'est ne rien oublier, ça demande un effort. Donc quand j'ai rien oublié, je suis super fier de moi. Si j'entends bravo, c'est super gentil, ça me donne qu'une envie, c'est de continuer à faire cet effort et de me transformer. Dans le travail sur la colère, quand quelqu'un fait ce travail d'être sauvel, c'est-à-dire de supporter, de ne pas réagir immédiatement, de bloquer ces explosions, lorsqu'on est en face d'une personne pareille, on doit être capable de lui dire bravo, kol hakavod. Et le bravo, le kol hakavod, c'est pas nécessairement quand la personne a réussi à faire un 100%. Est-ce que vous dites bravo à vos enfants que quand ils ont 20? Non. Quand ils ont 17, 16, 15, quand ils ont les notes qu'ils peuvent avoir et qu'ils les ont eues, on leur dit bravo. Pourquoi? Parce qu'on est fiers d'eux. Parce que par rapport à leur capacité, ou leurs difficultés, ou le contexte, ou ce que vous voulez, eh bien ce qu'ils ont réussi à faire, c'est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de m'arrêter maintenant, parce que si on a vraiment envie que ce travail se fasse, il faut être capable de féliciter l'autre, mais aussi, évidemment, de la même manière que nous avons appris qu'il faut apprendre à se supporter et à s'accepter dans ces moments difficiles, dans ces downs, dans ces je monte et je redescends, je monte et je redescends. Et savoir que ça, Mazal Tov, bienvenue au club des êtres vivants normaux, des êtres humains. Cette sinusoïdale de l'existence fait partie de la réalité de chaque individu. De la même manière, il faut apprendre à se féliciter soi-même et à se décerner des médailles en chocolat. Pourquoi je dis le chocolat? J'adore le chocolat, donc comme ça au moins vous pouvez manger la médaille en même temps. Mais apprendre à se décerner des médailles. C'est-à-dire que même si l'autre n'est pas là, être content de soi, s'applaudir. Imaginez que vous faites un travail sur la retenue, c'est-à-dire de ne pas céder directement à vos désirs. Allez, je prends l'exemple du chocolat. Vous êtes seul à la maison, vous adorez le chocolat, et puis à un moment vous dites, allez j'ai envie, et puis vous dites non, pas maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez envie de faire ce travail d'apprendre à contrôler votre désir, même si vous allez en manger dans quelques minutes. Eh bien, il faut être capable de se regarder après, de se dire bravo Ellie. D'ailleurs, au passage, c'est à ça que servent les miroirs dans les ascenseurs. À se féliciter, à se dire des choses gentilles à soi-même. Sans rentrer bien sûr dans la basse flatterie, on ne va pas se flatter. Mais se dire je suis content de moi. S'applaudir. On peut l'écrire aussi parfois dans son carnet intime. Il y a des personnes qui ont des carnets intimes et c'est extraordinaire. Ce sont des choses qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent de voir notre évolution, quand on les relit, de réaliser les moments par lesquels on est passé, par où on se trouve maintenant. Mais se dire, je suis très fier de moi parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à ne pas ceci ou à faire cela, etc. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et comme on l'a vu, il n'y a aucune forme d'orgueil là-dedans. Vayikbal Yibobedar Kachem, dit le texte, son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu.
c'est-à-dire dès le moment où nous savons que cette parole qui nous met en valeur est une parole qui va nous permettre de créer une dynamique et un mouvement vers le haut, elle a totalement sa raison d'être. Et je nous rappelle à nouveau, surtout pas de modèle comparatif. L'autre est toujours zen. Ok, l'autre a une facilité, mais je te rassure qu'il y a dans d'autres domaines dans lesquels l'autre n'a pas de facilité, il fait aussi des erreurs. Ah, l'autre il est génial. Oui, mais tu as vu quel âge il a? Ça fait 40 ans qu'il travaille sur lui, 50 ans, 60 ans, le Rav il a 85 ans. Donc je comprends, oui, qu'au bout de 85 ans, ça a changé dans sa vie. D'accord? On est bien clair. Bon. Donc, ça c'est par rapport à ce travail sur apprendre à se féliciter et à féliciter l'autre lorsqu'il y a eu un effort qui a été fait par rapport à un point déterminé qui pour lui ou pour elle est difficile, à l'image donc de cet enfant que l'on félicite quand il a réussi à manger proprement, quand il a réussi à faire ses premiers pas, quand il a réussi à faire des choses qui, à son niveau, sont complexes. Voilà, je tenais beaucoup à m'exprimer sur ce sujet. On en reparlera peut-être dans d'autres domaines, parce que c'est valable dans tous les domaines du travail sur soi. Apprendre à applaudir l'autre et apprendre à s'applaudir soi-même. Il faut ne pas avoir peur d'être fier de soi, de s'applaudir en voyant nos avancées et non pas sans arrêt regarder tout ce que l'on devrait faire, mais tout ce que l'on a déjà fait. D'ailleurs, à ce sujet, nos maîtres nous donnent ce qu'on appelle une petite idée. Il y a un verset qui dit la chose suivante: Lève chacham biyemino, velev ksil bismolo. Le cœur du sage est à droite et le cœur de l'imbécile est à gauche. Alors tout le monde est là, ah mais non, mais c'est à gauche, ah là là, on est mal, on est mal. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Évidemment, il y a beaucoup d'explications. Je ne vais pas faire le développement de tout ce verset, mais j'avais entendu un jour d'un de mes maîtres il y a longtemps. Vous savez qu'en hébreu, on lit de droite à gauche. Ça veut dire que là, j'ai mon livre. Eh bien, évidemment, les pages de droite sont les pages de ce que j'ai déjà étudié. Les pages de gauche sont les pages que je dois encore étudier. On est bien d'accord? Dans un livre en hébreu, les pages à droite sont celles que j'ai déjà étudiées. Celles de gauche sont celles que je vais devoir étudier. Eh bien, disait ce maître, Lev Chacham Bimino. Le cœur du Chacham, du sage, est à droite. Le Chacham regarde avant tout ce qu'il a déjà réussi à acquérir. Et dit, le cœur de l'imbécile est à gauche. Il regarde tout ce qui doit rester, tout ce qui lui reste à faire. Et quelque part, souvent, ça le tire vers le bas, parce qu'on se dit, oh là là, oh là là, oh là là, mais il y a encore tout ça à faire, il y a encore tout ça à faire, il y a encore tout ça à faire. Et donc, voire même parfois, ça construit chez lui un désespoir, et il n'avance pas, il ne fait rien. Le Chacham, c'est celui qui regarde à droite, il dit, waouh, j'ai déjà pris 2 pages, j'ai déjà pris 4 pages, c'est génial. Ah bon, il y en a encore 95 à prendre, ok, c'est idéal, c'est vrai. Mais pour se donner les forces, pour pouvoir continuer à ouvrir les pages qui sont à gauche, il faut d'abord regarder les pages qui sont à droite. Donc, sur ce point-là, dans ce travail sur la savanoute, quand nous allons constater que nous avons réussi à faire ce travail, n'oublions pas de nous applaudir, n'oublions pas d'être fiers de nous, et n'oublions pas si c'est un autre, que ce soit notre épouse, notre époux, nos enfants, qui vous voulez, qui l'a fait, eh bien, de venir et de manière très honnête, très authentique, très vraie, dire à l'autre que la kavod, c'est super. Et si l'autre nous dit, oh ouais, tu dis ça, tu dis non, parce que bravo, parce que je sais que pour toi, ce n'est pas simple, et je tenais à te féliciter. Il ne faut pas hésiter à un moment de dire, oui, pour toi, je sais que ce n'est pas des choses qui sont simples, et je tenais à te féliciter et à te dire que je suis très touché, que je suis très sensible à ce que tu fais. Ce que vous voulez, tout dépend du type de relation, évidemment, que vous avez avec la personne. On ne va pas parler de la même manière à son conjoint, à ses enfants, qu'à quelqu'un avec qui on travaille ou quelqu'un que l'on fréquente au quotidien. Et ça, c'est une des clés pour permettre aux gens d'avancer et de construire et de se développer. Si on arrivait à rentrer cela à l'intérieur de nous, mais vous savez, quand quelqu'un vous fait un compliment, quand quelqu'un vous dit bravo, quand quelqu'un vous dit je suis fier de toi, d'abord ça nous nourrit et on n'a qu'une envie, c'est d'avancer. On n'a qu'une envie. On n'a qu'une envie, c'est de continuer à avancer. Pourquoi ? Parce que ça nous donne une force et plus encore,
si c'est quelqu'un qui est proche, si c'est quelqu'un avec lequel il y a une relation d'amour forte, évidemment que, comme dit l'expression, ça nous donne des ailes, ça nous donne envie de faire encore et encore mieux. Ah, on va le faire parce que ce compliment nous nourrit, et alors, c'est pas un problème. Ce qui va être l'élément qui nous motive est peut-être important, mais il n'est pas fondamental, dans la mesure où par la suite, le résultat réussit à s'inscrire de manière extrêmement concrète. Donc, voilà un petit peu sur ce point-là de la savlanout. Donc, on se rappelle maintenant, on va rentrer dans une autre dimension, c'est comment exprimer les choses une fois qu'on a fait ce travail. Donc, on va partir du principe que nous avons réussi maintenant à faire ce travail sur la savlanout. C'est-à-dire, on va partir du principe que ça y est, même si je sais très bien que c'est faux parce que ça prend beaucoup de temps, mais voilà. Donc, on est au stade où cette notion-là est rentrée au moins intellectuellement dans notre tête et nous essayons au quotidien, step by step, petit à petit, d'avancer et de nous transformer là-dedans. Step by step, au fur et à mesure, pas la peine de franchir des étapes en une seule fois. Vous vous rappelez, c'est l'histoire de l'échelle de Jacob. Pour accéder à quelque chose, il y a des échelles, il y a donc des échelons. On doit monter, on doit descendre, on doit être en mouvement. Mais si vous montez 3 par 3, 4 par 4, au bout d'un moment, c'est la culbute en arrière. Et c'est pas possible. C'est plus on se met de pression, plus le jour où c'est difficile, eh bien c'est à l'image d'un ressort. Vous vous rappelez, on avait donné l'image. Plus tu as pressé dessus, plus le jour où ça ne va pas, ça repart dans l'autre sens. Et évidemment, c'est proportionnel à la pression que tu t'es mis, tout en se rappelant, bien sûr, ce qu'on a vu précédemment, au niveau de les exigences par rapport à nous-mêmes, ne pas être au-dessus, mais ne pas être en dessous. Très bien. Donc maintenant, ça y est. On est dans la situation, on a appris à supporter. Mais on se rappelle d'une chose, c'est qu'il va falloir quand même parfois dire des choses. C'est-à-dire que la savlanout, on se rappelle, ce n'était pas à un moment prendre sur soi, pour par la suite avoir mal à l'estomac et qu'à force de prendre sur soi, un jour on explose et que vous aviez 20 ans qui ressortent dans la conversation. Il va falloir quand même réfléchir maintenant comment on dit les choses. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir été Sovel va nous permettre de choisir le moment et surtout la manière dont on va dire les choses. Et c'est sur cela que l'on va commencer à travailler, parce que si à un moment il y a eu dysfonctionnement, si à un moment il y a eu agression, si à un moment il y a eu parole qui nous touche, évidemment, il va falloir faire passer le message, sauf si on arrive à relativiser et que vraiment on relativise et qu'on se rend compte que l'autre nous l'a dit parce qu'elle était dans un moment de stress, etc., etc. Ou dans ce cas-là, allez, un père passément, comme dirait l'autre, c'est bon, on peut mettre de côté. Il y a certaines choses, on dit, ça sert à rien que je revienne dessus. Je sais très bien qu'il était très fatigué, elle était très fatiguée, il était stressé, elle était stressée, etc. C'est pas sa manière habituelle de parler. Hop, on peut passer. Mais quand ça touche, quand il y a une problématique, quand l'autre a dysfonctionné, quand l'autre n'a pas fait son job, quand l'autre nous avait dit qu'il allait faire et qu'il ne fait pas et que ça pose un vrai problème, il va quand même falloir à un moment dire les choses. Donc on était Sovel, on a supporté, on n'est pas tombé dans la problématique de la colère. Et maintenant, on rentre dans l'étape suivante, la parole. On va voir un petit peu ce que disent évidemment nos textes à ce sujet et vous allez voir qu'ils sont absolument passionnants. Alors, Anu Muchachim, nous devons évidemment réagir dans beaucoup de situations. La question, elle est la suivante. Comment faire pour réagir et pour parler et ne pas nous retrouver dans une spirale qui peut amener à la colère? Regardons ce que le texte nous dit. Le texte est passionnant. Le texte nous dit que Sheyeh samuch lechashecha, yishal anshe beto bilshon raka isartem eraftem ifrashtem chala, veyomer alehem adliku et aner. Alors, on est ici dans les lois du Shabbat. Quel rapport y a-t-il avec les lois du Shabbat? Eh bien, il y a une Mishnah, un texte du Talmud qui nous dit que lorsque Shabbat arrive, c'est-à-dire qu'on est peu de temps avant le coucher du soleil,
eh bien, on doit dire un certain nombre de choses chez soi à la maison. Alors, quand on dit on ne sait pas des rituels magiques, hein, qu'on soit bien clair, et on n'est pas obligé de les dire. Obligé dans le sens, si tu ne l'as pas dit, il y a un problème. Mais la Mishnah nous recommande de poser un certain nombre de questions chez nous, vendredi après-midi, entre autres, Isartem et Raftem, c'est-à-dire, avez-vous fait tous les prélèvements obligatoires sur la nourriture que nous devions faire à l'époque où nous étions en Israël? Parce que si on n'a pas fait ces prélèvements sur la nourriture, on ne pourra pas manger. Alors, j'ouvre une parenthèse pour expliquer de quoi il s'agit. Vous savez que lorsque l'on arrivera en terre d'Israël, d'ailleurs au passage, ça sera le thème du cours que je donnerai à l'occasion de la grande soirée sur Israël que l'on va donner sur Zoom, je crois que c'est demain soir, les lois liées à la terre. Donc je vous mets une petite avant-première. Lorsque l'on arrive en terre d'Israël, eh bien, il y a un certain nombre de lois qui sont liées à la terre. Entre autres, l'obligation que l'on a de prélever une partie des récoltes qui sont les nôtres pour les donner aux prêtres et aux lévites qui avaient, eux, la responsabilité du temple et de l'enseignement. En 2 mots, c'était une contribution que nous devions donner à ceux qui s'occupaient du développement spirituel du peuple, parce que tout simplement, ils avaient besoin eux aussi de manger, il fallait bien qu'ils aient de quoi vivre. D'accord? Ça s'appelle Trumot et Masrot. Et pour que les gens prennent cette habitude, l'idée c'est la suivante, la Torah dit, tant que tu n'as pas fait ces prélèvements, tu ne peux pas consommer de ta récolte. Tu ne peux pas consommer de ce que tu as. Donc quand les gens avaient des fruits, ils faisaient ces prélèvements et après ils pouvaient manger. Maintenant, on ne peut pas faire ces prélèvements Shabbat parce que tant que le prélèvement n'a pas été fait, eh bien on considère que la nourriture n'est pas mangeable et donc quelque part on rend les choses mangeables en faisant ce prélèvement. Je vous la fais rapidement, c'est un peu plus complexe. En tout état de cause, la halakha, la loi nous dit que l'on devait faire ces prélèvements sur la nourriture. Alors qu'on soit clair, c'était exclusivement sur les fruits et aussi sur les légumes. Hein. C'est pas sur la viande, le poisson et tout le reste. Donc, on nous dit que vendredi après-midi, il est bien que l'époux dise à son épouse, est-ce qu'au fond, vous n'avez pas oublié de le faire? D'accord? Bon, très bien. Rappelons-nous de ce texte du Talmud dans lequel on nous décrit l'aide très concrète que donnaient les maîtres du Talmud à leurs épouses veille de Shabbat. C'est-à-dire, ne nous imaginons pas que la personne arrive là, tranquillement, « Oh, tu fais les prélèvements !» La Gemara nous rapporte comment un s'occupait de laver le sol, comment l'autre préparait les bougies, comment le troisième s'occupait des légumes et de la salade, etc. C'est-à-dire, il s'investissait, hein. C'est-à-dire c'est facile de venir et de dire au fait, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as fait? Non, non. Les maîtres du Talmud, et plus particulièrement par rapport à Shabbat, s'investissaient énormément. Et là-bas, on va nous dire, je ne dis pas ici tout le texte parce que je n'aurai pas le temps, la suite ça sera demain et je vous conseille très fort de venir demain parce qu'on va développer la partie essentielle. Et là-bas, la halakha, la loi juive dit, et attention, il faut le dire calmement. C'est-à-dire, fais attention à la manière dont tu vas prononcer les choses. Et les maîtres du Talmud nous disent que Amar afrizda l'olam al yatil adamei ma yotera mitor beto, share pilegesh begiva itil alea bala ima yotera vepila kamaravat mi Israël. Il dit car, rappelons-nous dire à Frizda, qu'on ne doit jamais parler de manière forte et de manière stressante chez soi, car Pilegesh Begiva est l'exemple type du drame que ça peut créer. Quelle est l'histoire de Pilegesh Begiva? C'est une histoire dramatique qui est rapportée dans le Tanakh et donc dans les prophètes, de cet homme qui était un peu acariâtre, un peu dur, et un jour son épouse dans la soupe, il y avait quelque chose qui est tombé dans la soupe qui ne lui a pas plu, il s'est fortement énervé, elle a eu très très peur, elle est partie de chez elle, l'histoire nous raconte qu'elle n'a pas osé rentrer, suite à ça il y a eu un viol d'une violence inouïe, aujourd'hui on appellerait ça viol en réunion, les gens ne sont pas partis l'aider alors qu'elle suppliait, et suite à ça, évidemment, ça a créé des tensions énormes et il y a eu une guerre fratricide dans le peuple d'Israël contre la tribu qui justement avait ignoré ses appels à l'aide. En tout cas, c'est un texte qui est très bouleversant, très bouleversé, très bouleversant, pardonnez-moi, je suis désolé. Et nos maîtres disent, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, le point de départ, c'est quoi? C'est un mari qui s'est énervé et la suite est dramatique. Donc, première règle, comment faire pour apprendre à ne pas parler
avec une voix qui va être génératrice de stress. Donc on est dans la parole, et déjà la halakha nous dit attention, lorsque tu dis quelque chose qui est une parole banale, c'est-à-dire as-tu fait les prélèvements? Eh bien, déjà pour une parole de ce type, première loi, attention de parler Beni Chuta de manière calme. Comment on y arrive? Quelles sont les choses qui se cachent derrière cet enseignement que je n'ai pas totalement ouvert avec vous, puisqu'il y a encore une autre partie de texte qui est une partie fondamentale dans les principes de la communication? Eh bien ça, c'est ce qu'on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de voir ensemble demain. On va travailler demain, Bezrat Hashem, sur cette partie-là. En tout cas, aujourd'hui, ce que je nous propose, c'est de nous rappeler de ce travail d'apprendre à supporter que l'on essaye de faire depuis quelques jours, et surtout de ne pas oublier d'apprendre à s'applaudir soi-même, d'accord? Et à applaudir l'autre, et être authentique dans les mots que l'on prononce. Et on ne va pas commencer pour l'instant à aborder la communication. On a ouvert le texte, Bezrat Hashem, on continuera ensemble demain là-dessus. En attendant, je vous retrouve, enfin toutes celles et tous ceux qui en ont le désir, toujours le soir à 20h pour le cours sur les Pirkei Avot, sur les maximes de nos pères. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi, plein de bonnes choses, d'excellentes nouvelles dans tous les domaines. Merci beaucoup d'être là et d'être à l'écoute. Et je vous dis, Bezrat Hashem, à demain pour la suite sur ce sujet.